Donc bonsoir, merci pour l'invitation à venir ce soir à vous faire notamment présenter cet ouvrage. Donc en fait, je suis historienne, anthropologue et politiste. Bon, en fait, je travaille à la croisée de plusieurs disciplines et je suis chercheur au CNRS, au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Et j'ai travaillé sur un certain nombre de sujets. Je suis spécialiste du Moyen-Orient et des sociétés arabes. J'ai travaillé sur l'histoire du genre dans les camps de réfugiés palestiniens en Jordanie. Puis j'ai travaillé beaucoup sur les féminismes et les mouvements féminins, les féminismes séculiers, mais aussi les féminismes islamiques. Ensuite, j'ai aussi travaillé beaucoup sur la question des images, et notamment le lien entre histoire et mémoire et image dans le contexte de l'exil palestinien. Puis je me suis orientée sur des recherches plus liées à la question des frontières et de l'enfermement en Israël-Palestine, qui ont notamment donné lieu à ce livre. J'ai passé enfin, je vais régulièrement évidemment en Palestine, mais j'ai passé aussi plusieurs années à vivre là-bas. Pendant ces années, j'ai donc fait cette enquête qui amène à cet ouvrage. Et maintenant, je suis sur un projet aussi d'un autre livre qui va bientôt sortir cette année, mais au-delà de ça, j'ai réalisé aussi un film parce que je travaille un petit peu aussi en faisant dialoguer nos sciences sociales avec d'autres moyens d'expression comme le film et le cinéma. Et là, je vais diriger un programme collectif sur des questions de mouvements alternatifs, mouvements citoyens et avec des préoccupations écologiques au Moyen-Orient, donc dans des contextes de crise, voire de guerre. Donc c'est un projet qui va commencer avec toute une équipe sur plusieurs pays. Donc là, ce qui m'amène ici ce soir, c'est donc ce livre qui est sorti cette année et qui est donc le résultat d'une grande enquête, donc qui envisage la question carcérale sous un angle plus large, en lien avec la question des frontières et dans le contexte palestinien dans lequel cette question carcérale couvre toute une série de domaines et envahit vraiment la vie quotidienne. C'est quelque chose qui est toujours à l'actualité, en tout cas en Palestine, sous différentes modalités. On a eu une modalité un petit peu heureuse au mois de septembre, quand, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait eu une évasion de 6 prisonniers d'une prison de haute sécurité en Israël. Bon, qui ont bien sûr tous été repris, mais bon, c'était quelque chose d'assez rare. Mais sinon, l'actualité, c'est des incarcérations régulières, massives. On l'a vu à nouveau au moment des mobilisations autour du quartier, d'un quartier de Jérusalem en avril-mai. Je ne sais pas si vous aviez suivi cet épisode, mais qui s'est terminé par cette guerre à Gaza. Donc là, on a eu beaucoup d'arrestations, notamment de Palestiniens de citoyenneté israélienne, qui sont quand même relativement moins incarcérés, mais l'ont été beaucoup à cette occasion. Et puis, il y a eu cet épisode des élections manquées en Palestine. Il devait y avoir des élections législatives, puis présidentielles, puis des élections au sein de l'OLP cette année, qui ont toutes été annulées au dernier moment par le président Mahmoud Abbas. Et dans ces élections, Marwan Barghouti, donc un des détenus, une des figures du Fatah qui est détenu depuis 2002, devait se présenter aux élections présidentielles. Donc il y a vraiment une actualité très forte, c'est-à-dire on aurait peut-être eu, puisqu'il était donné vainqueur de toute... il est donné vainqueur régulièrement dans les sondages de toute élection présidentielle, quelle que soit la personne en face depuis plusieurs années. Donc on aurait peut-être eu un président prisonnier à perpétuité pour le coup. Mais bon, voilà, tout a été annulé, donc on est par cette configuration. Donc qu'est-ce que représente la prison dans ce contexte? Donc on estime en fait à peu près 40% des hommes qui sont passés par la détention
depuis 1967 en cumulatif. Donc on voit bien qu'on est face à quelque chose de massif et qui du coup concerne chaque famille, tout le monde dans la famille, proche ou plus éloigné, quelqu'un qui a été détenu ou qui sera détenu. Donc ça fait vraiment partie du quotidien dans les territoires palestiniens, et donc j'ai commencé à m'intéresser à cette question parce que au final, il n'y avait pas vraiment de travaux de recherche d'une certaine ampleur là-dessus, alors qu'on était face à quelque chose d'absolument massif. Donc j'avais l'impression que c'était un peu l'éléphant dans la pièce, le truc qui est tellement massif que plus personne ne le voit, ou enfin au-delà évidemment des cercles palestiniens pour lesquels ça fait partie de boire et manger, comme me disait un de mes interlocuteurs. Donc on peut donc être arrêté et incarcéré. Donc vous imaginez bien que si ces incarcérations sont si massives, les arrestations le sont d'autant plus, puisque tout le monde ne termine pas avec des condamnations. Et donc on peut être arrêté et incarcéré pour différents types de motifs qui peuvent être soit évidemment l'activité politique, être militant dans un parti de manière plus ou moins active, plus ou moins encartée. Évidemment aussi une action armée et violente, mais même si c'est pas forcément c'est pas les cas majoritaires. La participation à des manifestations, un soulèvement, ou bien l'engagement de proches ou de connaissances. Le militantisme aussi sur les réseaux sociaux, qui a été quand même très ciblé sur les réseaux et médias sociaux, qui a été très ciblé ces dernières années. Et donc, l'univers carcéral est vraiment omniprésent. Ce qui caractérise aussi ces incarcérations, c'est à la fois dans les trajectoires, c'est que c'est pas un moment forcément clos dans les existences, c'est-à-dire que dans les trajectoires des personnes, on peut voir plusieurs périodes d'enfermement, être arrêté, enfermé pour des périodes plus ou moins longues, 5-6 fois dans une vie. Donc il y a cette dimension des allers-retours entre dedans et dehors, sur lequel je reviendrai. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est des peines particulièrement longues aussi. Donc par exemple, fin 2020, parmi les gens qui avaient été condamnés, donc jugés et condamnés, puisqu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas, enfin où ça traîne, on avait 40% qui servaient des peines de plus de 20 ans. Donc pour vous donner une idée de la longueur de ces peines. Alors en fait, il y a aussi cette idée que les gens sont condamnés à un nombre égal de perpétuité au nombre de morts qu'ils ont occasionné ou auraient pu occasionner. Donc vous avez des peines, par exemple, Marwan Barghouti, il a été condamné à 5 perpétuités plus 40 ans. Vous avez ce type de peine. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur un chiffre assez bas de personnes incarcérées en Israël, à peu près 4650 personnes, ce qui est relativement bas par rapport à la période, par exemple, de la première intifada, où c'était à peu près 13 000, ou de la seconde, à peu près 9 000. Et donc, le titre du livre, c'est la toile carcérale. Donc pourquoi la toile? Donc c'est une notion que j'ai un petit peu forgée à partir de ce terrain, quoi. Parce que les incarcérations, c'est à la fois une réalité de ces incarcérations massives, mais c'est pas seulement une réalité, c'est aussi une virtualité. Donc la toile, c'est en gros la détention suspendue, la possibilité d'être incarcéré. Donc pourquoi je dis ça? Parce que les dispositions juridiques, notamment à la cour militaire, mais pas seulement, parce que on va dire que les Palestiniens de Cisjordanie aujourd'hui sont jugés à la cour militaire, mais les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de citoyenneté israélienne et à présent les Gazaouis, depuis le désengagement de la bande de Gaza en 2005, sont jugés dans des cours civiles. Mais à partir d'un droit qui, on va dire, est adapté à des cas dits sécuritaires. Donc je vais revenir un peu là-dessus. Et donc on a des dispositions juridiques qui permettent d'incarcérer quasiment tout le monde à partir de l'âge de 12 ans. Alors évidemment, tout le monde n'est pas incarcéré, mais en tout cas, il y a cette possibilité, cette virtualité, cette détention suspendue, et c'est pour ça que j'ai intitulé et que je travaillais cette question de toile. Et la toile, c'est aussi donc la manière dont le carcéral se déploie du coup dans les espaces sociaux, dans les espaces politiques, et envahit aussi
les existences, les corps, les esprits. En tout cas, entend envahir. Vous imaginez bien qu'avec une incarcération si massive, ça prend une place importante dans la société. Donc la toile, c'est aussi l'envahissement. C'est à la fois la suspension et l'envahissement. Donc ces détenus, ils sont donc pour la plupart détenus pour des motivations qu'on peut qualifier de politiques. Ils sont nommés en revanche par l'administration pénitentiaire israélienne des détenus de sécurité et par les Palestiniens des prisonniers de guerre ou bien des prisonniers politiques avec des mots distincts en arabe. Donc il faut dire que cette qualification de détenus de sécurité est une qualification qu'on peut considérer comme ethno-nationale, donc dans le sens où les Israéliens juifs ne peuvent pas être considérés comme des détenus de sécurité. Ça arrive quasiment jamais. Même Yigal Amir, qui a quand même assassiné le Premier ministre Yitzhak Rabin, n'est pas considéré comme un détenu de sécurité. Il est sur un certain régime de sécurité, mais qui n'est pas équivalent au régime de sécurité des Palestiniens. Donc qu'est-ce que ça veut dire que quelle implication en fait ce régime dit de sécurité? Il y a des implications sur la vie en détention, avec des droits limités et très spécifiques. Par exemple, jusqu'en 2019, il n'y avait aucun accès à des téléphones publics. Aussi, aucun aménagement de peine, pas d'individualisation de la peine, donc pas de possibilité de sortie en général avant le terme. Également pas de réhabilitation sociale, pas d'accès à des services sociaux, à des activités, à du travail en détention. Et ils sont aussi du coup dans des ailes à part ou des prisons à part, ça dépend des prisons, et ils interagissent pas du tout avec les droits communs. Donc j'ai voulu avoir accès aux prisons. Alors ce livre traite essentiellement des prisons israéliennes, mais également un peu des prisons palestiniennes, parce que depuis notamment 2006 et la scission qui est intervenue entre le Hamas et le Fatah, il y a des incarcérations politiques intra-palestiniennes. Alors pas du tout de la même ampleur, mais il y en a. Et il y en a, et elles sont devenues avec le temps, à mesure que l'autoritarisme s'est renforcé tout autant en Cisjordanie qu'à Gaza, un moyen aussi de gérer une opposition politique selon certaines modalités, que je pourrais expliquer, mais en tout cas, ça a aussi une fonction dans le contexte d'autoritarisme aujourd'hui en Palestine. Donc j'ai fait des démarches vis-à-vis de l'administration carcérale israélienne, j'ai aussi fait des démarches vis-à-vis de l'administration carcérale palestinienne. Ce sont des deux administrations carcérales qui sont très très fermées à la recherche, contrairement à ce qu'on peut faire en France, en Europe, ou aux États-Unis, où les sociologues, anthropologues entrent en prison, en tout cas maintenant. Là-bas, on n'entre pas trop en prison, d'autant plus quand on travaille sur les détenus dits de sécurité, qui sont quand même, sur un régime à part, et encore plus quand on est une étrangère, enfin non israélienne. Donc j'ai quand même, donc je vais vous raconter comment j'ai travaillé, mais en tout cas d'abord, j'ai quand même voulu au bout d'un moment, pas tout de suite, parce que je voulais pas, parce que depuis les années 2000, les services de renseignement font partie du board, je ne sais pas comment on dit, de l'administration pénitentiaire. Donc je ne voulais pas faire des démarches un peu trop tôt dans ma recherche, parce que je ne voulais pas être particulièrement visible à leurs yeux, je préférais faire mon travail comme je pouvais le faire avant de faire cette démarche. Finalement, j'ai quand même fait une démarche vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, parce que j'ai essayé de rencontrer, je voulais rencontrer des employés, en fait, des surveillants, des gardiens, etc. aussi. Mais le peu que j'ai réussi à rencontrer par des réseaux personnels, et je visais plutôt la population arabe, parce qu'il faut savoir en fait qu'entre 15 et 30% du personnel de l'administration pénitentiaire israélienne est formé par des Palestiniens d'Israël et par des Druzes d'Israël, donc des populations arabes. Donc j'ai voulu rentrer par ces populations parce que ça me semblait le plus accessible dans mon cas.
Mais ils sont tenus un devoir de réserve, ils ont extrêmement peur de parler, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait passer par l'administration, donc je suis passée par l'administration. Et ils m'ont demandé d'écrire un projet, ils m'ont passé devant des commissions et des commissions et des trucs. Donc j'ai écrit un projet Alors évidemment, il était hors de question de parler des sécurités, donc j'ai écrit un projet en disant que je voulais travailler sur les minorités en détention, ce qui recouvrait à la fois les Palestiniens, puisque tous les sécurités sont des Palestiniens, et ce qui recouvrait, enfin, les minorités, qui ne sont pas des minorités, bon, voilà, et ce qui recouvrait aussi une partie des droits communs, puisque 40% des détenus de droits communs sont des Palestiniens d'Israël, alors qu'ils ne représentent que 20%, donc il y a une surreprésentation des Palestiniens d'Israël en détention, comme il y a une surreprésentation de certaines populations ici en détention. Et ça me permettait aussi d'aborder la question du personnel, puisque, comme je l'ai dit, entre 15 et 30% sont des populations arabes d'Israël. Donc j'ai pu aller faire quelques visites, donc discuter avec le personnel, etc., ce que je raconte dans le livre. Et j'ai pu faire un peu une ethnographie de ces visites, de ce qu'on voulait bien me montrer, puisque je n'ai jamais demandé à parler aux détenus, puisque je savais très bien qu'il était absolument impossible d'établir une relation de confiance et d'avoir des informations d'un quelconque intérêt, outre le fait qu'ils m'auraient dit non, en arrivant par l'administration pénitentiaire. Donc comment j'ai travaillé sinon? Donc j'ai travaillé avec le personnel un peu, et puis sinon j'ai travaillé à partir des témoignages des personnes qui avaient été incarcérées. Et comme c'est une enquête qui a duré plusieurs années, il y a des gens avec lesquels je m'entretenais qui étaient dehors, puis qui rentraient, puis qui ressortaient, etc. Ce qui donnait quand même malheureusement un accès à la prison assez actuel. J'ai aussi travaillé à partir des témoignages d'avocats, des ONG qui sont engagées, des archives du Comité international de la Croix-Rouge qui sont ouvertes jusqu'en 1975 sur la question de l'incarcération. J'ai travaillé sur des sources radio, sur les émissions pour les détenus, où les familles appellent et pour parler aux détenus. Et j'ai également fait une ethnographie dans les cours militaires, puisque j'ai pu avoir accès, en revanche, de manière régulière aux cours militaires pendant 2-3 ans, et du coup, j'ai pu faire cette ethnographie. Donc, en fait, j'ai fait un peu feu de tout bois, et au final, ça a quand même donné pas mal de résultats, parce qu'en plus, j'ai vraiment, du coup, travaillé sur les interconnexions entre dedans et dehors, vu l'emprise de la prison. J'ai travaillé sur comment la prison influence le dehors, tant au niveau du politique, notamment, que des relations plus personnelles. Et j'ai vraiment travaillé sur ce lien entre dedans et dehors, et sur la porosité, et sur comment un ethos carcéral, en gros, se diffuse au sein de la société. Donc, comme je disais, je ne peux pas revenir sur tous les détails, on va dire, juridiques qui permettent ces incarcérations massives, mais il y a toute une partie du livre qui traite, ou qui se passe au cours militaire, quoi. Donc, à la fois, je raconte des procès, il faut revenir aussi là-dessus, mais juste avant, je veux dire que ce livre a aussi été écrit avec un souci particulier de la narration. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'introduction, par exemple, ni de conclusion, vraiment. C'est-à-dire qu'on rentre dans un récit. Donc il y a beaucoup de passages aussi assez descriptifs, avec cette intention de sortir un peu nos sciences sociales de leur seul univers, parfois, qui peut des fois être un peu, partiellement, un peu abscon, pour justement que ce livre puisse entrer dans un débat plus large, un débat public plus large, et aussi avec un souci personnel de l'écriture et de la narration. Donc j'ai fait une écriture que j'appelle un peu scénographique, c'est-à-dire qu'il y a des scènes un peu d'exposition, qui racontent différents moments aux tribunaux, les moments d'entrée en prison, les moments d'entretien. Je restitue l'enquête aussi, comment je me déplace dans cette enquête, qui je vais voir, pourquoi, comment, etc. Donc ce livre aborde un peu,
on va dire, trois thèmes. Donc à la fois la dimension un peu systémique des incarcérations, en tout cas comment elles participent d'une gestion des frontières et d'une sorte de gouvernement par le système pénal d'une population, et des frontières, j'y reviendrai, donc il y a cet aspect. Il y a l'aspect beaucoup plus politique, comment en gros, on ne peut pas comprendre complètement les dimensions politiques en Palestine sans voir ce qui se passe dans les prisons en termes de mobilisation politique, puisqu'il y a vraiment une interconnexion en termes de mobilisation politique entre les prisons et l'extérieur. En gros, comment les personnes ont reconstruit cette expérience qui pourrait être une expérience de mort sociale et politique en une véritable expérience politique, qu'on trouve dans d'autres contextes d'incarcération politique, évidemment, mais là d'une manière évidemment spécifique à la Palestine. Et le troisième aspect, j'ai travaillé beaucoup plus sur la dimension des vécus personnels, des questions de genre notamment, la manière dont on sort ou dont on ne sort pas de prison, en termes de vécu individuel, la manière dont on se rétablit après la détention. Donc j'ai abordé en gros ces trois niveaux, mais qui ne se présentent pas comme tels, qui sont entrelacés dans différents chapitres qui rentrent, on va dire, par la question carcérale, par différents biais, que ce soit le tribunal, la prison, les grèves de la faim, des entretiens, un chapitre qui traite vraiment des femmes en détention, enfin voilà, qui rentre à chaque fois par un sujet particulier, mais qui traite ces différents aspects. Donc du coup, sur la dimension plus systémique, donc effectivement, ça permet donc un véritable gouvernement par le système pénal, avec toute une manière de pouvoir incarcérer toute une population. Par exemple, juste pour vous donner 2-3 éléments, déjà, tous les partis politiques... Alors, donc, parmi les cas traités, notamment communautaires, vous avez des cas qui sont considérés comme activités terroristes hostiles. Donc ça fait 20% des cas. Parmi ces cas d'activités terroristes hostiles, il y a différents cas de figure, mais en tout cas, il y a moins de, selon les chiffres des cours militaires, il y a moins de 1% qui concernent des homicides et encore moins de 1% involontaires et volontaires. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur des cas qui sont des cas dits de terrorisme, tels qu'ils sont tous qualifiés par les cours militaires. C'est-à-dire que parmi tous les cas dont se prévalent les cours militaires, au final, on n'a que 20% qui sont dans cette catégorie, et moins de 1% à chaque fois qui concernent des homicides. Donc dans cette catégorie, on a le trafic d'armes notamment, mais on a aussi l'appartenance à une organisation illégale ou terroriste. Or, une organisation illégale ou terroriste, aujourd'hui, c'est tous les partis palestiniens. Enfin, c'est aussi des organisations effectivement armées, mais c'est surtout également tous les partis palestiniens, y compris le Fatah qui a quand même signé la paix au moment d'Oslo, et également toute une série d'ONG et d'organisations caritatives, et de plus en plus. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment quand 6 ONG palestiniennes, là, il y a un mois, sont passées dans la catégorie organisation terroriste. Donc en fait, techniquement, toutes ces personnes sont susceptibles d'être arrêtées. Évidemment, elles ne le sont pas toutes, mais selon la situation sécuritaire, selon les intérêts des services de renseignement, elles peuvent l'être, en tout cas techniquement. Ensuite, on a des gens qui sont arrêtés pour différentes raisons. On a aussi des délits de droit commun qui sont traités par les cours militaires. Et on a pour 50% des délits routiers. Donc ça paraît quand même assez étonnant, mais en fait ça l'est pas. Enfin, c'est-à-dire que comme toutes les routes et les infrastructures sont souvent, les routes en tout cas sont en zone C, donc sous juridiction totale israélienne, du coup les infractions routières sont traitées par la cour militaire puisque ça concerne des biens israéliens. Et du coup les biens israéliens en Cisjordanie sont traités comme des questions sécuritaires. Donc 50% quand même, c'est énorme. Après, sinon, vous avez perturbation de la paix, présence illégale en Israël, délit de droit commun, vol de voiture, etc. Donc, cette question des délits routiers, elle n'est pas anodine, évidemment, puisque c'est 50% des cas, mais donc on comprend bien que les tribunaux militaires deviennent de plus en plus les tribunaux de la Cisjordanie quand on voit l'extension
de leur juridiction sur des choses qui relèvent du droit commun ou des délits routiers. Donc, ce qui pose beaucoup de problèmes aussi à la justice civile palestinienne en retour. Et en plus, les délits routiers en zone B, en zone C, mais aussi en zone B. La zone B où il y a une double juridiction et où les questions civiles sont censées être traitées par les Palestiniens. Donc cette question des délits routiers, elle est importante parce qu'elle va de pair avec la monétarisation et la volonté de rendre plus rentables ces tribunaux militaires et, au-delà de ça, les incarcérations massives. Parce que vous imaginez bien que pour incarcérer autant de gens depuis 1967, enfin, au début il y en avait moins, mais petit à petit, ça a un coût aussi pour un État. Et donc, l'idée, ça a été de rendre plus rentable ce système pénal. Et donc il y a toute une série, bon je ne peux pas revenir, mais de réformes néolibérales qui ont été faites autour des années 2000, sur la prison, sur la justice militaire, qui ont permis d'avoir plus de rentabilité. Et du coup, les délais routiers, ça permet d'augmenter la rentabilité dans le sens où c'est toujours, là pour le coup, c'est la plupart du temps des amendes en fait qui sont collectées. Donc on constate également une hausse assez considérable des amendes qui sont données avec les peines. En fait, on constate ces dernières années une multiplication par 2 du montant de ces amendes, notamment. Donc il y a toute une série d'augmentations du montant des cautions aussi, qui sont très peu récupérées pour différentes raisons administratives, dans lesquelles les gens sont embarqués dans un dédale administratif qui est extrêmement complexe. Donc il y a toute une série de processus qui sont mis en place et qui rendent plus rentable pour côté israélien et évidemment plus coûteux côté société palestinienne qui et donc participe de formes de paupérisation aussi d'une partie de la société qui se retrouve confrontée à ce système pénal coûteux à tout point de vue. Donc évidemment, il y a ce que j'ai appelé un business carcéral qui se met aussi un business pénal qui se met en place parce qu'il y a des avocats, il y a des gens qui en bénéficient aussi, hein, et qui en bénéficient côté palestinien aussi, parce qu'il y a des avocats qui en bénéficient en partie. Et donc il y a tout un business qui est mis en place. Et il faut savoir que très peu de cas sont traités par des vrais procès, c'est-à-dire des procès contradictoires. La plupart des cas, 99% des cas, sont traités par négociation de la peine, plaidé coupable, ce qu'on appelle le plaidé coupable. Alors, dans un contexte qui n'est pas un contexte d'occupation, etc., bon, pourquoi pas, mais là, on est sur des chiffres extrêmement élevés, 99%. Et le problème du plaidé coupable, c'est que ça suppose la confession de culpabilité. Donc, il y a déjà tout un système de la preuve lié aux interrogatoires, à des formes de pression, voire de torture. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il y a cette dimension pour avoir des aveux, sur soi ou sur des tiers, puisqu'on peut aussi incriminer des tiers. Mais au-delà de ça, sinon, il faut que le prévenu avoue pour pouvoir négocier. Or, il y a toute une série de pressions qui sont mises pour aboutir à des négociations de peine, parce que ça permet de régler les cas beaucoup plus rapidement, de faire l'économie de procès, et aussi d'aller plus vite et de traiter beaucoup plus de gens en moins de temps. Donc là aussi, il y a une question de rentabilité. Donc, les éléments qui sont mis en place, il y a toute une série de choses, le fait de garder les gens détenus pendant tout le temps des procès, le fait d'avoir énormément de chefs d'accusation et l'idée qui est très claire qu'avec des négociations, la peine sera moins longue. Donc les négociations favorisent aussi la dimension financière, mais du coup, ça permet de justifier vis-à-vis de la société israélienne, bon, qui s'en préoccupe peu, mais en tout cas de la communauté internationale, qui devrait s'en préoccuper, mais bon, pas trop non plus, mais quand même, de justifier toutes ces incarcérations. Parce que du coup, on l'a très bien vu dans le cas de Khaled Jarrah et de Salah aussi, à Mourie, c'est qu'en fait, il y a des pressions de la communauté internationale, en l'occurrence de la France, pour qu'ils soient jugés, puisqu'avant ils étaient en détention administrative, donc qui permet de garder 6 mois renouvelables ad infinitum, sans aucun jugement, ni sans préciser aux gens pourquoi ils sont inculpés, ni même aux avocats. Donc du coup, il y a des pressions pour qu'il y ait jugement, pour qu'il y ait jugement, mais une fois que le jugement a eu lieu, et en l'occurrence l'accord de plaidé coupable dans 99% des cas,
alors après, plus personne ne fait rien. Et donc, du coup, les autorités israéliennes affichent 99% de coupables. Donc, à partir de là, voilà, tout le monde se tait, etc., bien que enfin, il suffit de regarder en détail pour voir comment se déroule cette question et pour remettre en question ces culpabilités. Bon, après, les militants ont trouvé des moyens, et les personnes ont trouvé des moyens pour, en gros, ne pas reconnaître eux-mêmes leur culpabilité, mais faire reconnaître par l'avocat la culpabilité, ce qui leur permet ensuite de la remettre en question plus tard, éventuellement, enfin, dans d'autres contextes, bon, bref. Mais, et c'est accepté en général à la cour militaire, parce que de toute façon, l'objectif, c'est bien d'avoir des accords de plaider coupables le plus fréquent, puisque c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus rentable. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais en tout cas, par rapport à cette question de la gestion des frontières, en fait, on voit très clairement qu'il y a un lien entre les peines et la capacité de mobilité des uns et des autres. En gros, si vous êtes un Palestinien d'Israël, alors si vous êtes un Palestinien d'Israël, vous avez une citoyenneté variable. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne pouvez pas du tout faire partie des échanges de prisonniers. Parce qu'en fait, la seule manière de sortir, c'est les échanges de prisonniers, les échanges politiques, tels qu'on l'a vu en 2011, enfin, quand vous êtes condamné à perpétuité, voilà, comme il n'y a pas de remise de peine, très très rarement. Donc du coup, et surtout pas pour les perpétuités. Pour avoir une remise de peine qui sont extrêmement rares, il faut déjà avoir une condamnation à bien terme, en fait, hein, pas pour les perpétuités. Donc, allô, ouais. Donc du coup, ils ne peuvent pas sortir, ou très rarement sortir par échange, donc un échange comme celui qu'on avait vu en 2011, là, contre le soldat Gilad Shalit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait 1027 détenus qui étaient sortis en échange de ce prisonnier. Donc soit sortir par échange, bon, ils sont sortis aussi beaucoup au moment d'Oslo, hein, bon, et ça il n'y a que 350 qui sont restés à cette période, et pas une seule femme. Mais au-delà de cette période d'Oslo et de quelques négociations avec l'autorité palestinienne, maintenant l'autorité palestinienne n'est plus du tout l'interlocuteur pour aucune forme d'échange ou de négociation ou de sortie. Le seul interlocuteur, finalement, c'est un rapport de force, et donc c'est le Hamas, parce que maintenant, ils avaient Shalit, et maintenant ils ont apparemment 2 soldats morts pendant la guerre à Gaza de 2014, donc 2 dépouilles, et 2 Israéliens, un d'origine éthiopienne et un bédouin, qui sont rentrés de leur propre gré à Gaza, parce qu'ils avaient des problèmes mentaux, semble-t-il, l'un et l'autre, et qui sont gardés là-bas. Et bon, je ne pense pas qu'il y ait une grosse préoccupation sur eux, mais plutôt sur les dépouilles des soldats. Mais en tout cas, ils ont une monnaie d'échange pour discuter d'un accord dont on parle depuis maintenant des années, qui pourrait d'ailleurs se connecter avec un accord plus global sur la bande de Gaza. En fait, c'est ce qui est sous-jacent dans les discussions autour de la bande de Gaza. En tout cas, tout ça pour dire que les Palestiniens d'Israël et les Jérusalémites sont beaucoup moins susceptibles de sortir par échange. En revanche, quand ils sont en détention, les Palestiniens d'Israël sont considérés non plus comme parce qu'ils sont israéliens, mais quand ils sont en détention, en revanche, ils ne sont plus israéliens, ils sont palestiniens, puisqu'ils sont soumis au régime de la détention de sécurité, contrairement aux Israéliens juifs. Donc c'est assez clair quand même. Donc ils ont cette citoyenneté variable. Et après, on peut voir que, par exemple, ils sont beaucoup plus condamnés à des peines plus lourdes. Parce que, à la fois, ils sont considérés comme des ennemis de l'intérieur, d'une part, et d'autre part, parce qu'ils ont une capacité de mobilité beaucoup plus large. Parce qu'ils circulent complètement librement dans tous les espaces israélo-palestiniens, comme les Jérusalemites aussi, qui sont plus condamnés. Alors qu'évidemment, bon, comme vous le savez, les Gazaouis sont confinés à Gaza, et les Cisjordaniens ne peuvent entrer à Jérusalem ou en Israël qu'avec des permis. Donc en fait, le système à la fois de permis et d'incarcération joue d'une manière assez, de concert, dans cette gestion des frontières, dans le sens où il y a toute une série de critères assez individualisés qui permettent de gérer la population et aussi qui déterminent la longueur des condamnations, des peines, au-delà évidemment de la problématique de l'acte considéré, en plus de la problématique de l'acte considéré. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que toute la population est gérée à partir d'une perception un peu de ce qu'on appelle de la nouvelle pénologie, qui gère à partir du paradigme de la dangerosité.
Donc en fait, vous êtes classé sur une échelle de risque en fonction de toute une série d'éléments, dont votre capacité de mobilité. Pas que votre proximité avec Israël, votre engagement, votre âge, votre genre, les membres de votre famille, s'ils sont engagés, etc. Donc qui permet d'établir un peu un portrait de votre dangerosité et donc qui intervient ensuite dans la manière dont on vous octroiera ou pas un permis. Il faut rappeler qu'il y a 101 types de permis différents qui sont octroyés en fonction. Alors, il y a des permis pour aller prier à la mosquée Al-Aqsa, il y a des permis pour aller à une funéraille à Gaza, il y a des permis pour aller en Jordanie pour voyager, il y a des permis d'une demi-journée, de 4 jours, il y a des permis pour aller travailler en Israël, d'autres pour aller travailler dans les colonies. Bon, donc on a une pluralité de permis. Et donc, et par ailleurs, quand vous sortez de prison, on peut aussi, en fonction de votre capacité de mobilité, ce que vous avez fait, vous donner des cartes avec des lieux où vous pouvez aller à tel moment du jour, tel moment de la nuit. On peut aussi décider ou vous proposer un exil forcé. On l'a très bien vu dans les échanges, dans l'accord de 2011. Il y avait des gens qui devaient être en exil à Gaza pendant 3 ans, d'autres à l'extérieur, en Turquie, au Qatar, d'autres qui avaient des périmètres qu'ils appellent des arrangements sécuritaires, des périmètres de sécurité à l'intérieur de leur région en Cisjordanie, avec des cartes, avec des couleurs, entre telle heure et telle heure, vous pouvez aller là, entre telle heure et telle heure, etc. Donc voilà, c'est toute la manière aussi dont sont gérées les mobilités par cette problématique de carcérale. Et vous imaginez bien que toutes ces arrestations permettent énormément donc évidemment, les acteurs de cette échelle de risque, etc., c'est les services de renseignement. Donc en gros, les acteurs aussi du système frontalier sont beaucoup les services de renseignement d'un côté et les colons de l'autre, dans la mesure où, aux tribunaux militaires, les juges sont extrêmement souvent des colons, et que dans l'administration civile, donc l'administration civile, c'est la partie de l'armée qui gère les questions civiles dans les territoires occupés, en l'occurrence en Cisjordanie, sont aussi aujourd'hui la majorité des colons. Donc on se retrouve avec un système frontalier géré par les services de renseignement et par les colons en grande partie. Et je dis un système frontalier dans un contexte où il n'y a pas de frontières réelles territoriales. Donc en fait, on gère un système frontalier dans un espace discontinu, une frontière qui est à la fois multipliée, c'est-à-dire qu'en gros, toute la Cisjordanie est une frontière, d'une certaine manière, et à la fois très individualisée par cette question de l'échelle de risque, en fait. Des frontières mobiles, des frontières qui changent en plus en fonction du jour, de la nuit. Parce que, oui, alors évidemment, vous allez me dire, il y a le mur, etc., mais le mur ne fait pas frontière, en fait. Il fait partiellement frontière, puisqu'il bloque effectivement certains déplacements, mais d'abord, il y a une pluralité de checkpoints à l'intérieur, et en plus, le système de permis et les incursions, enfin, tout ça montre que le mur ne fait pas frontière, en fait. Absolument pas. Donc ça, c'est un des aspects qui est traité. L'autre aspect, c'est vraiment la dimension politique, ce que j'ai appelé des citoyennetés carcérales, la démocratie carcérale qui a été mise en œuvre. Donc en fait, quand on parle de porosité, en général, on pense qu'aux dynamiques, on va dire, négatives, de trajectoire d'enfermement, mais il y a aussi, là, dans ce contexte, des dynamiques plus... on va dire constructive, en tout cas, de reconstitution du politique à l'intérieur des prisons. On voit apparaître, dès les années 80, ce qui est appelé le mouvement des prisonniers politiques, et qui construit un véritable contre-modèle carcéral, c'est-à-dire un contre-modèle carcéral axé sur une pédagogie révolutionnaire, sur le monde de l'écrit, sur la lecture, sur l'écriture, sur la culture, sur évidemment l'information politique. Donc en gros, les partis se structurent à l'intérieur, élisent des représentants, qui élisent un représentant de la prison, donc des élections démocratiques régulières. Les gens qui sont en détention, qui appartiennent à des partis, peuvent voter aux élections partisanes à l'extérieur. Ils peuvent donc, depuis Oslo, se porter candidat aux élections législatives et présidentielles. Ahmad Saadat, donc le secrétaire général du FPLP, a été élu député alors qu'il était en prison.
Donc il y a toute cette démocratie carcérale qui se met en place, et je dis démocratie, et d'ailleurs, et qui est vraiment très forte, le plus fort c'est les années 80. Ça culmine avec l'intifada. Et d'ailleurs, l'intifada a été complètement organisée et gérée tout autant par les leaders de l'extérieur, d'ailleurs très vite ils sont tous rentrés en prison, et que par les leaders de l'intérieur. Donc c'est vraiment le moment le plus fort de cette démocratie carcérale et de cette force du mouvement des prisonniers, et qui d'ailleurs est opposé par les prisonniers aujourd'hui au cadre de l'OLP. Quand les cadres de l'OLP signent Oslo, donc là il y a aussi une grosse tension entre devant et dehors, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait toute une délégation de l'intérieur de la Palestine qui négociait en parallèle, et au dernier moment, l'OLP de l'extérieur a emporté la mise et a signé à Oslo, et a surpris tout le monde. Mais du coup, cette chose-là, ça recoupe aussi une autre séparation entre les gens qui sont passés par la prison. C'est qui? C'est ceux qui étaient dans les territoires occupés, c'est pas ceux qui étaient en exil au Liban, ou très peu, enfin ceux qui étaient au Liban, en Jordanie, à Tunis, etc. Donc il y a cette tension aussi entre ceux qui sont passés par la prison et qui ont mis en place des structures qu'ils considèrent démocratiques, alors que l'OLP est considéré comme un système qui fonctionne sur un système de quotas, avec beaucoup de corruption, etc., ce qui est complètement faux. Donc du coup, il y a cette opposition aussi, une opposition qui naît beaucoup avec Oslo. Parce qu'avec Oslo, comme je le disais, la plupart des gens sortent. Donc j'ai travaillé en fait à partir d'un prisme générationnel, en fait, de 6 générations de détenus avec des moments politiques extrêmement différents, une socialisation très différente, etc. J'ai vraiment retracé depuis 67 ces générations. Donc il y a la génération dite du mouvement des prisonniers, donc dans les années 80, la génération d'Oslo, donc c'est la génération post-accord d'Oslo, accord de paix. Donc là, c'est une génération très très différente, parce qu'en fait, dans les prisons, le Fatah a dominé, était toujours le parti majoritaire en fait. Mais pas à partir du moment où intervient la génération carcérale d'Oslo, puisque tous les Fataouis, la plupart des Fataouis sortent, et en revanche rentrent en détention. Donc 350 restent, et puis entrent petit à petit en détention à la fois les membres des partis opposés à Oslo, donc les partis de gauche essentiellement, le Front populaire de libération de la Palestine, le Front démocratique de libération de la Palestine, et petit à petit les partis islamiques qui rentrent sur la scène politique avec la première intifada et qui lancent des campagnes d'attentats après Oslo. Et donc c'est cette génération carcérale, c'est une génération qui change complètement la sociologie des prisons. Petit à petit, avec la seconde intifada, donc en 2000, les Fataouis, les membres du Fatah rentrent massivement en prison, puisque comme vous savez, toute une frange du Fatah s'est engagée dans cette seconde intifada qui était très armée, contrairement à la première, qui était beaucoup plus des mobilisations civiles. Et donc ils rentrent massivement en prison et ils sont à nouveau majoritaires en détention maintenant, contrairement à précédemment. Et au tournant des années 2000, d'ailleurs, au moment de la seconde intifada, il y a tout un début de transformation un peu des identités politiques en détention, pour plusieurs raisons. Donc très vite, il y a la scission Hamas-Fatah qui a des effets dedans, même si en 2006, les détenus, les leaders, qui étaient tous réunis dans la même aile numéro 3 de la prison d'Adarim, se sont réunis pour signer ce qu'on appelle le document des prisonniers, qui appelle à l'unité et veut en gros contrer la scission qui est en train d'avoir lieu à l'extérieur. Et c'est le premier document qui propose une vision stratégique commune, notamment avec la reconnaissance des frontières de 67 également par les partis religieux, le Hamas et le djihad islamique. Donc on dit assez peu, mais c'est la première fois qu'ils reconnaissent dans ce document les frontières de 67. Donc malgré la signature de ce document, il y a quand même à l'intérieur des prisons des scissions qui sont un peu à l'œuvre en raison de cette scission à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en gros, la division est moins forte à l'intérieur des prisons qu'à l'extérieur des prisons, mais elle existe quand même. Et surtout, à cette période, l'administration pénitentiaire israélienne reconsidère la manière de gérer les détenus
et met en place une sorte de nouveau gouvernement des détenus qui entend favoriser l'individualisation de la vie à détention, qui joue sur la fragmentation, qui entend pulvériser un peu ce corps collectif des prisonniers par différents moyens. Et donc ça contribue quand même à effectivement une forme d'individualisation de la vie en détention. Ça ne veut pas dire que les partis n'ont pas toujours leur rôle, mais il n'est pas aussi fort qu'il était dans les années 80, et puis ça dépend beaucoup des partis. Par exemple, le Hamas, il a maintenu, en gros, la cohésion de sa branche prison, le djihad islamique aussi, le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine aussi, le Fatah beaucoup moins, pour plein de raisons. D'abord parce qu'ils sont sortis massivement, donc ensuite quand ils sont re-rentrés, quand la jeunesse est re-rentrée, il y avait très peu de gens pour les encadrer aussi. D'autre part parce que le Fatah, comme vous le savez, est par ailleurs complètement morcelé. Et donc, du coup, ça joue énormément sur sa capacité à avoir une branche prison unifiée. On l'a vu encore à l'occasion des législatives avortées. Il y avait 3 listes Fatah. Donc, voilà, on en est là. Et en plus, ils ont été très, très partagés au moment de la seconde intifada sur le fait de continuer ou pas la lutte armée, avec les martyrs des brigades d'Al-Aqsa. Bon, Abbas qui a repris le contrôle, et d'autres qui continuent la lutte armée. Bon, donc du coup, il y a une fragmentation très très forte de la branche Fatah, qui n'est plus à même de prendre des décisions unitaires, la branche prison du Fatah. Enfin bon, je ne peux pas rentrer dans tout. Et puis évidemment, le double carcéralisme, c'est-à-dire l'incarcération intra-palestinienne, joue aussi dans ces fragmentations. Mais bon, peut-être qu'on verra dans le débat, parce que à un moment que je parle, j'aurais quand même évoqué aussi la dernière dimension, qui est la dimension beaucoup plus personnelle. Alors d'abord, il y a une dimension sur le genre, comme je disais, j'ai travaillé aussi sur des générations carcérales féminines, qui ne sont pas les mêmes tout à fait, pour la bonne et simple raison que les femmes ont toujours été beaucoup moins nombreuses en détention que les hommes. Elles ont, d'ailleurs, comme dans toutes les situations carcérales, entre 1 et 3% sont des femmes. Elles ont rarement été plus d'une centaine, donc on n'est pas du tout sur le même chiffre, et du coup, l'organisation de détention est complètement différente. Elles ont été beaucoup plus isolées des canaux de circulation entre dedans et dehors que les hommes. Les hommes ont plein de canaux de circulation entre dedans et dehors, des petites capsulettes qui sont des petites capsules comme ça qui sont ingérées avec une série de choses écrites dedans, mais également l'entrée de téléphone portable en fraude, alors que ils entrent beaucoup, à partir des années 2000, qui entrent très très peu dans les prisons de femmes, parce que, bon, elles sont moins nombreuses, elles ont moins accès aux canaux de circulation, d'une part, et du coup, elles se sont vraiment constituées, notamment les premières générations, comme une société indépendante. Ça a été très très important pour les générations qui étaient en prison dans les années 70-80, parce que quelque part, ça a été évidemment difficile à plusieurs niveaux, mais en même temps, elles le racontent, elles ont fondé des organisations féministes à leur sortie, à partir de leur vécu carcéraux, parce que du coup, elles ont vraiment inventé une société féminine qui s'affrontait à l'administration pénitentiaire, qui a lutté pour obtenir un certain nombre de droits vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, et ça a aussi construit à cette période une indépendance féminine, et toutes les lectures étaient aussi des lectures féministes, etc. Bon, maintenant, on est dans une toute autre configuration concernant ces femmes, beaucoup plus religieuses, etc. Mais donc là aussi, je retrace des générations, mais des générations qui sont différentes, qui ont leur propre spécificité. Et donc, enfin, cette dimension plus personnelle, où j'ai travaillé sur la question des genres, mais pas seulement la question des femmes étant traitée un peu différemment, mais aussi sous l'angle du genre. Quand je dis du genre, c'est-à-dire sous l'angle des féminités, des masculinités. Par exemple, j'ai travaillé sur ce que j'ai appelé la masculinité iconique des détenus, des hommes, parce que il y a un lien très fort qui est fait entre résistance, appartenance au mouvement national et masculinité. C'est une masculinité assez particulière, très collective. C'est un nous, en fait, jusqu'à récemment, maintenant ça change un peu. Un nous qui, du coup, n'est pas du tout une posture d'ailleurs viriliste, comme on peut le voir dans d'autres études sur le monde de la prison, où on montre une survirilité carcérale, etc. On n'est pas du tout là-dedans, c'est une autre forme de masculinité, donc je travaille sur ces questions. Et j'ai travaillé sur la question des intimités, de comment on peut vivre aussi par-delà la prison, quoi. Quelque chose d'aussi massif. Donc tout ce qui a été mis en place en termes de pratiques clandestines, donc les pratiques des citoyennetés, qui sont des citoyennetés clandestines, mais aussi
de pratiques clandestines, c'est-à-dire, par exemple, le passage de téléphone portable en fraude, surtout pour les relations personnelles au final, hein, parce qu'évidemment ils sont écoutés, donc les questions politiques passeraient beaucoup plus rarement par les téléphones portables. La manière dont se construisent là aussi des intimités que j'ai appelées des intimités publiques, parce que par exemple ces radios, toutes les radios de la Palestine ont des émissions hebdomadaires qui sont des parloirs en fait, où les familles appellent pour passer des messages, donc des monologues un peu, mais il y a énormément d'émissions comme celle-ci, et du coup c'est des intimités qui sont publiques, puisqu'on on dit ce qu'on a envie de dire à son proche, devant tout le monde. Par ailleurs, les téléphones portables, c'est pareil, ils coûtent extrêmement cher en fait, c'est de l'ordre de entre 5 000 et 9 000 euros pour un téléphone portable, payer tous les prix des téléphones portables. Donc du coup, c'est des téléphones qui sont en propriété collective, soit des partis qui ont l'argent, soit des groupes de prisonniers qui se cotisent. Donc du coup, c'est pareil, on parle avec les autres, dans les mêmes cellules, etc. Donc, voilà. Et puis après, il y a toute une série de ce que j'ai appelé donc de pratiques. Donc c'est aussi des pratiques un peu illégales, c'est-à-dire que jusqu'à la grève de la faim. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les grèves de la faim aussi, mais bon, ça je pourrais pas expliquer maintenant. Mais en tout cas, à partir de la grève de la faim du Hamas de 2019, les gens ont obtenu que des téléphones publics soient installés dans les prisons. Ils le sont encore très inégalement et l'accès à ce téléphone est encore inégal, mais c'est quand même une nouveauté. Avant, il n'y avait aucun moyen, en dehors des visites, et là aussi avec beaucoup de restrictions, sur lesquelles je pourrais revenir, de communiquer avec ses proches en dehors des moments de visite. Et puis, il y a des pratiques qui peuvent paraître un peu étranges comme ça, mais en fait, il y avait vraiment cette idée pendant toute une série d'années qu'il y avait ce nous et un corps collectif et qu'on ne pouvait pas faire valoir des questions personnelles. Ça me fera peut-être écho avec Yasser Arafat qui s'est marié à 70 ans, je ne sais plus, parce qu'il était marié avec la Révolution et qu'il était hors de question qu'il ait une vie privée, en fait. Et donc, il y avait cette même idée autour des détenus. Cette impossibilité de dire je, mais maintenant ça s'est inversé, c'est-à-dire que maintenant l'idée est que les vies individuelles et personnelles construisent le collectif. Ça veut dire quoi? Multiplier les études en détention pour obtenir des diplômes, par exemple. Ça veut dire se marier en détention, parce que même si on est contacté à perpétuité, ça donne de l'espoir. Et puis bon, il y aura peut-être un échange, et puis bon, voilà. C'est faire des enfants par de la détention, donc ça c'est... il y a eu des demandes, parce que Yigal Amir a fait des enfants, lui il a eu droit à des parloirs conjugaux. Voilà, évidemment il n'y a pas de parloirs conjugaux, vous imaginez bien, d'une part, et puis d'autre part, les gens ne voudraient pas non plus de parloirs conjugaux, parce qu'il n'y a aucune confiance qui est faite à l'administration. Du coup, ils ont demandé à ce qu'ils puissent sortir du sperme pour pouvoir faire des fécondations in vitro de leurs épouses, ce qui a été évidemment refusé à la Cour suprême, et du coup il y a toute une contrebande, moi j'appelle ça les parentalités de contrebande de sperme qui sort, et donc il y a beaucoup d'enfants maintenant qui sont nés comme ça, par-delà les murs. Donc ça aussi, ça fait partie des choses. Alors au début c'était un peu anecdotique, maintenant ça ne l'est pas, parce que ça concerne quand même beaucoup de monde, même si du coup ça s'est renforcé en termes de contrôle et tout ça. Donc il y a toute une série en gros de manières dont les gens essayent de pallier et de vivre par la détention. Bon, après ça a quand même des effets sur les existences, on pourra discuter après des effets, voilà. Comment on sort de prison, on vous dira qu'à partir de 5 ans, en plus il y a beaucoup de cas d'isolement, donc comment on sort après des périodes d'isolement, surtout qu'on reste toujours sous l'œil de l'administration, avec ces questions de mobilité, avec ces questions de contrôle, du fait que vous êtes fiché. Il y a aussi le fait que, par exemple, il y a ces dernières années, la jeunesse a été extrêmement visée par les arrestations, notamment à Jérusalem, et ça joue énormément sur les jeunes, c'est-à-dire qu'en général, c'est des interruptions de cursus scolaire. Il y a un effet, en fait, sur des jeunes de 16-17 ans, parce qu'il y a la figure du héros qui est toujours collée aux détenus politiques. Donc, du coup, cette héroïsation a aussi des effets sur les jeunes qui, du coup,
arrêtent de construire leur existence, se prennent pour des héros, ce qui a des effets extrêmement problématiques sur toute une jeunesse, particulièrement à Jérusalem. Donc voilà, il y a toute une... Il y a aussi le fait, par exemple, que... j'ai travaillé aussi sur ce que j'ai appelé des mises en scène militaires, c'est-à-dire que des jeunes ou des femmes ou des gens qui sont on va dire, qui sont pas des gens engagés dans les partis armés, sont arrêtés avec un déballage absolument impressionnant, déballage de voitures militaires, de soldats, absolument impressionnant. Enfin, je veux dire, j'ai assisté à l'arrestation d'un nombre de BDS à Ramallah. Il y avait, je sais pas moi, 30 voitures militaires, je sais pas moi, 50 soldats, en pleine nuit. Enfin, je veux dire, et du coup, ça impacte énormément, surtout sur les jeunes. Il y a cette dimension aussi de fictionnalisation presque de sa propre existence, parce que par rapport à ce qui est incriminé, le fait d'avoir ce déballage, du coup il y a une perception d'une dangerosité tout d'un coup qui est absolument étonnante en fait. C'est-à-dire les gens plongent, certaines personnes plongent dans leur propre fiction d'être quelqu'un de dangereux, et chez les jeunes ça peut avoir des effets assez importants. Enfin, bon, voilà, il y a toute une série d'éléments, et donc c'est cette dimension beaucoup plus personnelle, subjective que j'ai aussi abordée. Voilà, dans une volonté Alors, c'est un livre qui est assez long, du coup, parce qu'il me semblait que, en fait, on pouvait pas comprendre la toile sans rentrer dans toutes ces dimensions, pour comprendre vraiment l'emprise et la manière dont ça se diffuse dans la société et dans les existences. Et la manière aussi dont les gens pallient à cette toile, parce qu'il y a toujours des actions, il y a toujours des mobilisations, il y a toujours des manières aussi de contourner la toile et d'essayer d'exister par-delà cet envahissement. Voilà. Merci pour votre attention.